Bonsoir et bienvenue dans cette émission d'À bon entendeur aux couleurs d'été. Même ici au camping de Vidy où nous avons posé notre caravane, on n'y échappe pas. Sur les parasols, les poubelles, les verres, la publicité est partout. Au départ, elle servait à faire connaître et rappeler l'existence d'un produit, puis elle a cherché à nous vendre du rêve et des sensations, quitte à prendre de sérieuses libertés avec la réalité. Aujourd'hui, la publicité nous suit à la trace, elle est plus présente que jamais, matériellement ou virtuellement. En 45 ans d'existence, À bon entendeur s'est toujours délecté à épingler cet art de nous manipuler jusqu'à l'absurde. Claudio Personeni a retrouvé quelques jolis exemples dans nos archives. À bon entendeur a toujours aimé passer à la loupe de son indignation toutes les petites manipulations quotidiennes qui nous font acheter des produits. Emballage, marketing ou publicité, rien n'a été épargné en près de 45 ans d'émission. Chaque année, à l'époque du salon, les grandes marques font, dans la presse écrite, assaut de publicité. Qu'y a-t-il derrière ces slogans mystères, ces slogans choc, ces slogans clin d'œil? Nous allons le demander directement au stand des grandes marques à l'intérieur du salon. 12 francs 33 le kilo. Le kilo, c'est-à-dire si vous divisez le prix par le poids, vous arrivez à ces 12 francs 33. Et je pense que c'est quand même, si vous comparez avec la compétition, ça fait moins que, par exemple, la viande chez le boucher. Voici une boîte de griottes au kirsch telle que la propose la maison Caillé. Dans la boîte, il y a 10 griottes. Elles sont savamment rangées pour occuper toute la place. Mais si on enlève la barquette, voilà, et si on enlève tout ce carton, dans tout ce vide, nous avons réussi, sans forcer, à mettre 25 griottes. J'aimerais vous présenter notre nouvelle rubrique hebdomadaire. Un cornet surprise d'où chaque semaine sortira une surprise du genre de celle-ci. Le nouveau catalogue d'IKEA vient d'arriver dans nos boîtes aux lettres. Nous l'avons bien entendu épluché page par page et nous nous sommes arrêtés pile à la page 25. Impressionnés par les tests de qualité qu'IKEA impose à ses meubles. Des tests impitoyables. Et IKEA le prouve avec cette chaise capable de soutenir le poids d'un éléphant. Eh bien, essayons. Chez IKEA, on ne sait peut-être pas qu'un éléphant, ça trompe énormément. À part l'éléphant, ABE s'est intéressé à une bébête beaucoup plus suisse, la vache laitière. Que croyez-vous qu'il y ait dans des caramels à la crème? Du sucre, bien sûr, puisque le caramel est obtenu à base de sucre. Vous avez gagné, il y a du sucre. De la crème aussi, bien entendu, puisqu'il s'agit de caramel à la crème et que c'est écrit en toutes lettres sur l'emballage. Eh bien non, il n'y a pas de crème. Dans celui-ci, il y a bien du lait condensé et du beurre salé, mais pas de crème. Dans celui-là, du lait entier et du beurre, mais pas de crème non plus. Mais alors, direz-vous, ces gens sont des menteurs. Peut-être. Des fraudeurs. Et non, même pas. Car tout cela est parfaitement légal. L'ODA, l'ordonnance sur les denrées alimentaires, autorise les caramels à la crème à ne pas contenir de crème. Or, réfléchissons un instant. Qu'est-ce que la crème? La partie grasse du lait. Bravo. Qu'est-ce que le lait? Le produit de la vache. Bravo encore. Et la vache, que mange-t-elle pour pouvoir donner du lait? De l'herbe. Bravo, bravo. Vous reconnaissez que cela fait beaucoup d'étapes, beaucoup d'intermédiaires pour obtenir de la crème, fouettée ou non. Ne pourrait-on pas, purement et simplement, supprimer la vache? Faire de la crème directement en partant de l'herbe. Ça vous semble fou? Eh bien, pas tant que ça. Tenez, voici un emballage de crème fouettée. Oui, de la crème fouettée prête à l'emploi. C'est écrit dessus. Et aussi
en beaucoup plus petit, à base végétale. Il y a de tout là-dedans, mais pas de crème, ni même, comme c'est le cas pour les caramels, de beurre ou de lait en place de crème. Et là, d'après nos renseignements, ça frise le code. C'est même franchement illégal, mais il n'empêche que cette chose est bel et bien en vente en Suisse, et même pas au rayon des farcis à trappe. Ironie de l'histoire, ce qui était quasiment un secret honteux en 1986 devient un argument marketing fort 18 ans plus tard. C'est ça, le nouveau Saunier, le premier yogourt qui, au lieu de graisse animale, contient des graisses végétales de tournesol. Seulement 15% de matière grasse, et c'est végétal. Bon, c'est une crème, oui, mais quelle crème? Pour nous, c'est de la concurrence déloyale. Si au moins il était vendu moins cher, puisque la matière qui le compose est bien meilleur marché. Même pas. Le bénéfice supplémentaire de Nestlé sert vraisemblablement à financer le matraquage publicitaire qui accompagne la sortie de ces étranges hybrides. À noter qu'Unilever n'a pas osé appeler son produit crème fine dans les autres pays européens francophones. En France, il s'appelle Plantafin Complice et en Belgique, Solo Delphine. La législation européenne fait réfléchir les industriels, la nôtre les fait sourire. Le sourire, pas pour tout le monde et en tout cas pas pour l'équipe d'À Bon Entendeur. L'émission n'a jamais pris à la légère les publicités mensongères. Bien au contraire, elle s'est toujours engagée à les dénoncer, surtout lorsqu'elles sont particulièrement vicieuses. Vous souhaitez maigrir et vous n'y parvenez pas? Alors c'est que vous ne lisez pas 30 jours. Dans 30 jours, pour maigrir comme pour gagner à la loterie, il y a à toutes les pages quasiment un miracle. Et ce, au rayon de la publicité. Maigrir, une découverte, les calories négatives. Certains aliments font maigrir, tous ceux qui les ont essayés ont perdu du poids. Résultat prouvé. Maintenant, mangez ce que vous voulez, perdez vos kilos en trop et restez mince pour toujours. Dans la même publicité publiée dans 30 jours, une petite note. Nous avons effectué un test personnel avec 6 personnes de notre entourage. Chaque personne a perdu les kilos qu'elle désirait perdre. Les calories négatives font réellement maigrir. Et c'est signé Christian Lévesque. En réalité, nous avions déjà prouvé il y a plusieurs mois que Christian Lévesque n'existe pas. C'est une pure invention de l'esprit. Il n'empêche que son fantôme continue de sévir ici, au 17 boulevard de Pérolle. Nous avons sonné au 3e étage, à la porte de Eurydice SA Christian Lévesque Sélection, car nous aurions bien aimé rencontrer les 6 personnes qui sont censées avoir participé à ce test minceur. Hélas, nous ne les avons pas rencontrées pour la bonne raison que ce mardi matin, il n'y avait strictement personne. Mais manifestement, les calories négatives ont surtout pour effet d'engraisser ceux qui les vendent. Signalons pour mémoire qu'à cette même adresse du 17 boulevard de Pérolle sont également domiciliés toute une série de charlatans et de faiseurs de miracles. Le docteur Chang, médecin chinois qui fait maigrir des milliers de femmes grâce à la médecine taoïste. Rika Zaraï, pseudo-médecin d'une pseudo-médecine naturelle dont la fonction consiste essentiellement à mettre du beurre dans ses épinards. Maître Sophros, dont le regard perçant devrait vous permettre de gagner 1 million à la loterie. Maria Duval, médium, qui réalise gratuitement un de vos souhaits. Vanessa Gabor, grâce à qui vous serez millionnaire dans 1 mois. Et enfin, Dominique Webb, qui depuis qu'il a tant maigri, a enfin réussi à passer lui aussi la porte du 17 boulevard de Pérolle. Décidément, dans 30 jours, c'est tous les jours l'aventure. Et puis, les années passant, la réclame a fait place à la publicité. Vanter simplement les qualités d'un produit n'est plus suffisant quand les produits se ressemblent. Il faut susciter le désir du consommateur en créant des univers ou des positionnements différents. Parfois, une simple variation de couleur suffit à nous faire croire que même le goût a changé. Durant ce week-end-là, bravant le froid et les files d'attente, plus de 2000 personnes ont fait travailler leur sens sur nos petits verres en plastique.
Ils ont ensuite répondu à un questionnaire. Quel est l'arôme de chaque boisson? Quelle est la plus sucrée? Quelle est celle que vous préférez? Ils ne savaient pas, les pauvres, que l'équipe d'ABE leur avait concocté un piège diabolique. Les 3 verres renfermaient tous la même limonade citron, mais avec un colorant totalement insipide, différent à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a un petit arrière-goût mentholé, mais... C'est dur, hein. C'est un sirop fraise, un sirop grenadine? Sirop grenadine, c'est ça? Premier résultat, 64,2%, donc près des 2/3 de nos dégustateurs, n'ont pas remarqué qu'il s'agissait du même arôme 3 fois de suite. Ils ont été abusés par la différence de couleur. Donc au départ, qui dit soda dit sucre en fait. C'est même l'essentiel de la composition, c'est de l'eau sucrée avec des bulles. Bon, maintenant, si moi je dis à ma fille, on va boire une eau sucrée avec des bulles... Ça marchera moins bien. Alors comment il faut emballer tout ça. Il faut emballer tout ça d'abord avec une sensation, un goût, bon. Par-dessus cette sensation, vous allez mettre un packaging avec une couleur, une forme, etc. Et par-dessus ce packaging, vous mettez le plus important, qui est un concept. Donc du vent. Hein. En plus des bulles, il faut mettre du vent beaucoup par-dessus. C'est-à-dire donner un positionnement, donner un univers symbolique à ce produit. Mais dans la société dans laquelle on vit, on consomme plus des idées que des produits, au fond, aujourd'hui. À partir du moment où vous avez votre dose de glucides, de lipides, de vitamines, de sels minéraux et d'eau, j'en ai oublié un, c'est les protéines, normalement, vos besoins vitaux sont remplis. Mais comme vous n'êtes pas un animal et vous n'êtes pas une amibe, vous avez un besoin encore plus grand qui est de consommer des symboles. Et aujourd'hui, les gens qui peuvent satisfaire leurs besoins vitaux s'orientent naturellement vers une consommation de symboles. Et je crois que les sodas ou les équipements sportifs ou les voitures en sont de très très bons exemples. Les fringues, j'en parle même pas. Sachine Siro, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez travaillé pendant 10 ans pour des grandes marques, vous êtes aujourd'hui consultante en marketing et chargée de cours au SAVI. Alors quand on voit ces archives, on se dit qu'à l'époque on travestissait quand même beaucoup la réalité. Oui, absolument. À une époque, parfois on se permettait de contourner la réalité, de tricher un peu son consommateur pour lui faire croire des choses qui n'étaient pas forcément dans le produit. On pouvait avoir cette tendance-là. Et c'est plus le cas aujourd'hui, on est un peu plus proche d'une sorte de marketing éthique. Absolument. Le consommateur aujourd'hui, il ne veut plus qu'on se moque de lui. Il a accès à tellement d'informations, il s'informe sur les marques, Internet nous donne accès à tellement d'informations. On ne peut plus se permettre de le tricher parce que ça aurait des conséquences. Il s'en rendrait compte, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang en fait. Le consommateur, peut-être sur un malentendu, sur une publicité un peu aguicheuse, il va acheter, il va consommer et il va tout de suite se rendre compte que la promesse n'est pas tenue, que le marketing est mensonger. Et là, les conséquences, elles vont être fatales. Il n'achètera plus jamais ce produit, il va mal en parler autour de lui. On a aujourd'hui un consommateur qui ne se gêne plus pour donner son avis. Donc, on ne peut plus se permettre de ne pas être sincère ou authentique. Et toutes les marques sont sincères et authentiques? Non, pas toujours. Il y a plein de manières de faire du marketing. Il y a des manières qui vont être plus authentiques, qui vont être plus vraies. Et il y a des manières qui vont utiliser peut-être encore les codes d'avant. Mais ce que je pense, c'est que la manière juste de le faire, c'est justement de respecter son consommateur. Et c'est comme ça que la marque, elle va durer longtemps, qu'elle va perdurer, parce qu'elle aura créé une relation de confiance. Et ça, je pense que c'est essentiel pour être implanté solidement sur le marché. Vous le disiez, Internet a amené évidemment un accès à de l'information. C'est ce qui a aussi poussé les marques à opter pour davantage de transparence? Maintenant, on essaye d'être beaucoup plus ouvert, d'avoir une relation avec notre consommateur. On a envie de se montrer, on a moins de pudeur, on va lui montrer du backstage, on va lui montrer peut-être un peu d'intimité, on va raconter notre histoire, l'histoire du fondateur, etc. On a envie d'être dans le partage. Et si on est dans... Pardon, mais on crée justement ce contact continu. D'ailleurs, grâce aux vecteurs qui se sont aussi multipliés avec les écrans, avec les téléphones portables, est-ce que justement les contenus changent avec ces nouveaux vecteurs? Oui, si on parle par exemple de plateformes digitales, de plateformes sociales, ce qu'on va chercher, c'est l'interaction, c'est l'engagement, c'est le partage et l'échange. On va poser des questions, ils vont répondre et ça va nous générer des commentaires, des likes. Et du coup, nos contenus peuvent se permettre d'être plus spontanés. Alors à l'époque, on séduisait le consommateur avec des colorants, avec des univers. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui pour pousser le consommateur à acheter?
Alors les univers, on continue à les créer, on crée un univers, une identité, du rêve, ça on continue à le faire. Par contre, pas sur des arguments mensongers, comme le colorant qui fait croire à une saveur, etc. Ça, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'on doit être transparent sur nos ingrédients, sur nos contenus. Le consommateur a accès à ces informations. Donc, ce qu'on raconte peut toujours le faire rêver et doit le faire rêver, mais pas sur une base erronée. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Plus que des produits, on nous vend donc des univers et ça n'a pas changé ces dernières années. Les champions du marketing ont même poussé le vice plus loin en réussissant à vendre le même produit plus cher aux femmes qu'aux hommes sans vraiment qu'on s'en rende compte. Vous n'y croyez pas? Regardez cette enquête réalisée en 2015. Shopping au rayon cosmétique d'une grande surface, rasoir jetable pour monsieur et pour madame, et gel de rasage, chacun le sien puisqu'on y est. Évidemment, les rayons ne sont pas l'un à côté de l'autre, pas grave, quand on aime, on prend le temps. Mais voilà, les rasoirs jetables de madame coûtent 5 francs les 10 pièces et ceux de monsieur 4 francs 40 les 10, soit une différence de 6 centimes par pièce. Une telle différence de prix, mais pour quelle raison? Peut-être leur efficacité. Alors nous avons tenu à essayer les deux types de rasoirs, au masculin, au féminin et dans le désordre. Et franchement, la différence n'est pas flagrante. C'est vrai qu'à part le manche, on voit pas grand-chose comme différence, bien sûr. Alors qu'est-ce qui justifie la différence de prix? Parce qu'ils ne sont pas le même prix. Et le consommateur, lui, va pas comparer parce que c'est pas dans le même rayon. Donc c'est vrai que c'est totalement absurde. Autre produit où les inégalités de prix sont flagrantes, les parfums. Acheté chez Marionneau en flacon de 50 ml, le Lady Million de Paco Rabanne coûte 77 francs 90, alors que 59 francs 90 suffisent pour acquérir les précieuses fragrances de 1 Million pour homme. Comme on va essayer de vendre le parfum comme un produit beaucoup plus fortement féminin que masculin, on va essayer de créer justement une idée comme quoi la femme a plus besoin de payer cher pour être belle. Le problème de cette logique-là, c'est qu'évidemment, quand on segmente pour les hommes ou pour les femmes, évidemment, derrière ça, il va forcément y avoir des logiques qui sont un peu sexistes. Imaginez qu'on arrive à construire socialement ou à convaincre, même si c'est faux, les femmes qu'elles sont différentes des hommes sur un produit. Je ne sais pas, les rasoirs jetables, par exemple. On arrive à convaincre les femmes qu'elles sont différentes, on arrive à leur faire croire ça, même si on leur vend le même produit, en fait, c'est un moyen de gagner de l'argent. Alors évidemment, ce n'est pas très juste, mais c'est ça le problème, si vous voulez, de créer des différences quand il n'y en a pas toujours. On utilise des différences socialement construites pour gagner plus d'argent. Ça s'appelle la taxe rose et on la retrouve partout, chez le teinturier comme chez le coiffeur, où pour une même prestation, la différence de prix est impressionnante. Beaucoup de ces fixations de prix et de ces différences de prix qui touchent les hommes et les femmes sont d'abord des discriminations avant d'être des vraies différences de prestation de services. Un état de fait injuste à une époque où les femmes gagnent encore en moyenne 20% de moins que les hommes. Merci le marketing genré. À propos de marketing, en 2018, À Bon Entendeur s'est intéressé à celui ultra sophistiqué qu'on pratique sur Internet. Chaque heure, 45 millions d'achats sont effectués sur les téléphones, tablettes et ordinateurs du monde entier. La concurrence est féroce, commerçants et publicitaires rivalisent de psychologie et d'imagination pour nous pousser à cliquer sur le bouton magique « J'achète ». Pour plonger dans votre cerveau de consommateur, on n'hésite pas à recourir à une technologie très haut de gamme. Je vais vous demander d'enlever vos lunettes. Bien sûr. Et on va les mettre de quand même quelque chose. haut en bas, comme ça. Ces lunettes de haute technologie coûtent plus de 20 000 francs. Objectif, suivre et analyser au millimètre et en temps réel le regard d'un consommateur. Bienvenue dans le neuromarketing, une discipline née aux États-Unis il y a une dizaine d'années, au croisement des neurosciences et de la publicité. Ma séance de visionnement est enregistrée puis traitée à l'ordinateur. L'intensité du regard est traduite en température et en couleur. Plus le regard est focalisé à un endroit, plus la zone de chaleur s'intensifie et devient rouge. D'accord. Ça signifie finalement que le point d'ancrage du regard du consommateur va être proche du visage de cette femme et qu'effectivement,
tous les éléments qui peuvent être associés à un comportement d'achat, ou en tout cas une incitation à l'achat, ça serait très congruent de les mettre là-dedans. L'enjeu est important. En moyenne, il faut 100 000 visiteurs pour que 1000 achètent et génèrent 50 000 francs de chiffre d'affaires. L'émotionnel joue un rôle capital dans nos décisions d'achat. Alors, pour analyser le comportement des internautes et décrypter les émotions ressenties lorsqu'on regarde une publicité ou visite un site, on n'hésite pas à employer les grands moyens, l'imagerie à résonance magnétique. Il faut juste rester immobile et relaxer, ok? Ok. Nous réagissons parfois de manière inattendue à certains stimuli. Exemple, cette publicité pour du parfum. Elle a dû coûter une fortune, mais l'IRM va montrer qu'elle n'est pas aussi efficace qu'on aurait pu le croire. On va voir ici ce que vous êtes en train de regarder et ici l'émotion qui est en train d'arriver au moment où vous regardez cette publicité. Donc ça, c'est un moment que notre cerveau aime vraiment beaucoup. Vous voyez, on voit, parce qu'il y a un décodage automatique des émotions. Ici, on voit qu'elle marche de dos. Alors votre cerveau n'aime pas tellement ce genre de vue parce que il ne peut pas décoder l'émotion. Toujours coincé dans mon IRM, Arnaud Petre m'a ensuite fait visionner des sites web. Le but de ces expériences est toujours le même, analyser les comportements pour accroître l'efficacité des sites. Et à terme, le rêve des publicitaires, c'est que chacun ait sa propre publicité qui lui convienne. Sachin Siro, la publicité ciblée, personnalisée, c'est le rêve ultime de tout publicitaire. Évidemment, maintenant on est capable vraiment de connaître avec précision notre consommateur et de lui proposer les contenus qui vont lui plaire. Ce qui fait qu'en termes de rentabilité, en termes on peut vraiment optimiser nos budgets. On sait que cette publicité, on la montre à une personne qui est déjà intéressée, qui achète peut-être un produit concurrent et ça va nous permettre d'avoir une rentabilité, un retour sur investissement qui est vraiment optimisé. Et ça, c'est grâce évidemment à la digitalisation. C'est la grosse révolution qu'a vécu le marketing et la publicité ces dernières années. C'est vrai que le consommateur laisse aujourd'hui des milliers de données. C'est des aides précieuses pour vous. Oui, parce qu'on est capable de connaître des centres d'intérêt, on est capable de savoir vraiment, d'avoir des profils identitaires, le genre, des critères sociodémographiques, mais surtout aussi des passions, des loisirs. Et ça va nous permettre de proposer vraiment le bon produit, le bon contenu à une personne qui va potentiellement être intéressée. Et du coup, on est plus précis dans ce qu'on fait. Alors comment est-ce que vous pouvez justement traquer le client ? En fait, ces bases de données existent. Vous, à chaque fois que vous naviguez sur Internet, que vous allez peut-être, je ne sais pas, sur Amazon, vous intéresser à un livre, à un article, etc., ces données sont regroupées. Et quand moi, je vais décider de déterminer une audience, je vais pouvoir dire, voilà, monsieur François, il a tel âge, il est papa d'une fille de 6 ans, il aime le tennis, il revient de vacances. Et tout ça, je vais le mettre dans ma sélection d'audience et vous verrez le contenu qui était justifié selon vos intérêts. C'est pas un peu effrayant tout ça? Alors, pour le consommateur? Moi, en tant que consommatrice, parce qu'évidemment, j'achète aussi, moi, je trouve ça au contraire pratique. Parce qu'effectivement, j'ai laissé des données, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le jeu. J'achète en ligne, je laisse des données, je laisse des traces. Mais en échange, je vais recevoir des contenus qui m'intéressent. Donc, je viens de faire l'acquisition d'un petit chiot, et on me propose plein d'accessoires, etc. Donc, moi, ça me facilite la vie d'avoir des contenus qui sont justement mes centres d'intérêt du moment. Pour revenir à ce marketing genré, cette logique sexiste a un peu, même beaucoup évolué ces dernières années? Aujourd'hui, si on prend l'exemple de votre archive du rasoir en version rose, en version orange, c'est le même produit. On a vu, les lames sont les mêmes et là, on a juste raconté une histoire, mais qui ne se basait pas sur les fonctionnalités, les propriétés du produit. Aujourd'hui, le marketing s'intéresse au centre, à son consommateur. Donc son besoin, ses attentes, qui il est et ses particularités. Et donc le marketing devient genré, mais au niveau de l'évolution produit, de l'innovation. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du rasoir, une femme va avoir une peau différente, plus fine, elle a peut-être davantage besoin d'hydratation, elle va effectuer son rasage différemment, et c'est le produit qui doit s'adapter à elle. C'est le produit qui devient genré, et puis le marketing. Et le produit est genré, et automatiquement, l'histoire qu'on va raconter autour va être genrée aussi et on va lui raconter une histoire qui lui ressemble. Merci beaucoup, Sachin Siro, merci. Je vous en prie.